camarades président exécutif, camarades membres du CSP, camarades membres vice-présidents du parti, camarades secrétaire général du parti, camarades secrétaires généraux adjoints du parti, chers membres de la direction du parti, chers amis les journalistes, nos amis de tous les jours, je voudrais, une fois encore, au nom de son excellence le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, vous dire merci, vous exprimer toute notre reconnaissance pour votre présence ce matin. Merci d'être venu, camarade président de l'école de l'inspection. Je vous ai conféré le président exécutif. Merci beaucoup pour votre présence. Comme l'a dit tout à l'heure le modérateur, nous allons, c'est dans la suite logique de notre programme de chaque 15 jours, parler des questions qui intéressent la Côte d'Ivoire, la population ivoirienne. Aujourd'hui, c'est le 25e numéro de la tribune PPACI et ce numéro va s'articuler autour de 3 points essentiels. Le rappel du contexte dans lequel ce numéro se tient, le retour sur les 10 piliers, mais avec une précision de taille. Je ferai seulement que le rappel des 10 piliers, mais nous allons rentrer en détail, dans le détail que pour 2 piliers, étant entendu que c'est un document volumineux, et le secrétaire général l'a dit, on a décidé de faire en sorte que chaque tribune, nous puissions débattre en profondeur au moins un pilier, pour que les Ivoiriens comprennent l'engagement que le président a pris pour eux et ce qu'il entend faire pour eux. Si nous survolons tout le document en un seul jour, ça risque de se noyer et les gens ne vont pas percevoir la quintessence et l'importance des engagements qu'il prend. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur 2 piliers qui sont la question de la santé, et je suis heureux que le professeur Toutou soit là. Et puis, l'autre, nous allons parler donc de notre politique de désendettement en réponse à la politique d'endettement du gouvernement actuel. Et puis, évidemment, en abordant la question, c'est pour trancher dans notre part de vérité en ce qui concerne les débats qui ont lieu. Est-ce que nous sommes PPTE, nous sommes plus PPTE? Bon. Alors, le rappel du contexte. Cette tribune se tient au moment où s'ouvrent les obsèques de feu le président Henri Konan Bédié. C'est un ancien président de la République et président du PDC-RDA. Il est bon que nous, au moment où nous entamons donc ce numéro, de saluer sa mémoire. Au nom du parti, de toute la direction du parti, de saluer la mémoire du président Henri Konan Bédié, de présenter nos condoléances à sa famille biologique, à son épouse, à ses enfants, à sa grande famille politique et à la nation, parce que c'est toute la nation qui pleure l'un de ses fils, les meilleurs, les plus illustres. Le parti, dès le départ, vous savez que dès que l'annonce a été faite de son décès, le parti avait proclamé une période de deuil. Et le parti va continuer de participer aux côtés du PDCI et de la famille aux obsèques du président Henri Konan Bédié. Le parti les rassure donc de sa compassion et il s'engage à prendre sa part de deuil. Le contexte est également marqué par la cherté de la vie, à laquelle manifestement le gouvernement n'a plus de solution. Le gouvernement a perdu toutes ses solutions. Bon, est-ce qu'il en a déjà eu? On ne sait pas, mais enfin, il n'a plus de solution. Il n'a plus de solution. Et donc, comme il a créé, on va revenir là-dessus, il est addictif à la dette, ne pouvant plus rembourser la dette, il se force à récupérer dans la poche déjà trouvée des Ivoiriens ce qu'il faut pour rembourser sa dette. Et donc, vous convenez, chacun de nous a reçu sa facture d'électricité. Et je crois que c'est Alpha Blondy qui a dit quelque part qu'ils sont en train de facturer
l'énergie solaire, les rayons de soleil sont en train de facturer, parce que les facturations, ça ne correspond à plus rien du tout. Les factures sont passées du simple au double. Du simple au double. Or, l'énergie, c'est un des éléments clés des facteurs de production dans un pays. Quand vous touchez à l'énergie, automatiquement, c'est comme les effets d'onde, ça se propage et tous les secteurs sont touchés. Et comme si ça ne suffisait pas, ils sont même plus capables de fournir de l'électricité aux Ivoiriens, puisque nous sommes rentrés maintenant dans une période de délestage. Nous sommes dans une période de délestage, au point où la Confédération générale des grandes entreprises, les entreprises de Côte d'Ivoire, a alerté le gouvernement pour dire qu'on ne pourra pas tenir. On est obligé, parce que ça a un impact direct sur notre travail, notre production, on est obligé de diminuer, ça aura un impact sur le coût de la vie. Donc, non seulement ils ne peuvent pas fournir l'électricité, mais le peu qu'ils fournissent, c'est à un coût exorbitant. Ils n'ont même pas le courage de nous donner, je ne sais pas si vous voyez les factures, ils mettent en bas, nouveau tarif conformément à l'arrêté tant. C'est tout. On ne sait pas où est l'arrêté. On ne sait rien de tout ça. Et c'est dans ça que nous vivons dans ce pays-là. Et ce délestage, les prévisions les plus optimistes disent c'est au moins sur 1 an. C'est sur au moins 1 an, parce que les producteurs d'énergie thermique qui sont Azito et autres, Cyprel, ils ont des soucis. Ils ont perdu 22,8% de leur capacité de production. Et donc, évidemment, la situation est là. Donc voilà la Côte d'Ivoire du RHDP. Mais, comme si c'est pour narguer les Ivoiriens, alors qu'on augmente les charges des ménages pour pouvoir supporter, parce qu'ils ne peuvent plus tenir, mais qu'on a parlé de l'électricité, il ne faut pas oublier les impôts. Pour ceux qui ont reçu les fiches d'impôts fonciers, ils savent qu'également l'impôt foncier a augmenté de façon inhabituelle. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de nommer des ministres. Ça, excusez-moi quoi, à la limite, même ça ressemble à du mépris. Vous souffrez, ça c'est vos problèmes. Mais moi, je nomme qui je veux. On continue de nommer. Déjà dans un exécutif hypertrophié, au lieu de le dégraisser, non, ce mammouth-là, exécutif, il continue donc de l'engraisser. Sur le dos des Ivoiriens. On ne peut pas dire à des Ivoiriens, on est dans un pays, la vie est chère, en même temps croître les charges de l'État. Ça a un problème là-dessus. Si ça c'est de l'économie, ça on ne nous a pas encore appris ça dans une école d'économie. Si ce n'est pas de l'économie, alors c'est du mépris pour les Ivoiriens. Une autre question qui nous inquiète aussi, c'est la question sécuritaire au nord de la Côte d'Ivoire. Les incompréhensions persistantes entre le gouvernement ivoirien et son homologue burkinabé sur la gestion de la frontière, qui est le théâtre aujourd'hui d'incursions plus ou moins d'hommes armés, qu'on appelle les terroristes, nous inquiètent. Au lieu de s'entendre, les deux gouvernements apparemment sont à couteau tiré sur cette question-là. Bon, évidemment, je peux vous dire que la Côte d'Ivoire, dans un tel contexte, se fragilise, puisque c'est la porte d'entrée des terroristes. Au lieu de s'entendre, les deux gouvernements se battent là-dessus, et nous pensons que le gouvernement ivoirien gagnerait à avoir la sagesse pour pouvoir mettre bas la terre, profil bas, parce que pour qu'ils puissent s'entendre et comment gérer cette question-là au niveau du conflit du Nord. Donc ça aussi, c'est un des problèmes, le contexte qui est marqué. Il faut que les Ivoiriens comprennent ce qui se passe dans leur pays. Le contexte au niveau de notre parti. Après le succès retentissant de Abouville, ce vendredi-là, le vendredi 10, le monde entier avait les yeux rivés sur nous encore,
parce que nous avions convoqué une convention de notre parti. Et je voudrais reprendre les propos du président Laurent Gbagbo, qui, au cours du dernier CSP, a félicité chaleureusement la présidente du comité d'organisation, qui est parmi nous. Bravo, Madame la ministre, bravo pour le travail, le succès. Et je voudrais dire que nous avons été très heureux, nous sommes très fiers du travail qui a été fait par les femmes. Même si pour une fois, quand les femmes nous montrent, quand elles prennent le pouvoir, elles nous donnent seulement la petite proportion du pouvoir. Nous, on leur donne 30%, mais nous ne nous avons même pas donné 15%. Hein, c'est la taille. En tout cas, nous sommes fiers du travail qui a été fait. Bravo, merci beaucoup. Et merci à l'exécutif qui a vraiment continué, qui l'a poussé. Merci beaucoup, Pex, secrétaire général. Mais ce qui est important, c'est que cette convention a confirmé la désignation de notre candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et pour ceux qui ne le savent pas, il s'appelle Laurent Gbagbo. C'est notre candidat. Non seulement il a été désigné par la convention conformément à nos textes, mais en plus, il a été investi ex qualité pour aller faire gagner et le PPACI, mais et la Côte d'Ivoire et l'Afrique en 2025. Et tout le monde est unanime, même les négateurs des évidences. Parce qu'il y en a qui sont il y a des gens qui sont nés, qui sont des négateurs des évidences. C'est-à-dire que même les évidences, ils disent que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, pour une fois, ils ont admis que non seulement la convention a été un succès, mais le président a donné toute sa dimension d'homme d'État. Avec les engagements qu'il a pris, il est resté debout, pratiquement 1h20 pour parler au monde entier. Et ça, je pense que ça coupe court à toutes les rumeurs. Au moins, on va respirer. Et c'est au cours de cette convention que le président a décliné son programme autour de une partie de ces 10 piliers et des 10 engagements qu'il a pris, comme il a dit, pour visiter les écrous d'une nation qui menace de s'effondrer. Quand les écrous tombent, il n'y a plus rien, la machine menace de tomber. Désormais, ils sont là, ceux qui dirigent le parti, le PEX, le secrétaire général. L'orientation est faite, c'est la mobilisation de notre parti sur le terrain pour concrétiser les ambitions de notre parti en 2025 et pour soulager les Ivoiriens. Donc, mobilisation pour porter le président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025. C'est le nouveau, c'est le cap, c'est la nouvelle orientation, c'est vers ça que nous allons. Donc voilà un peu le rappel du contexte dans lequel se tient ce présent numéro de tribune. Et comme on l'a dit, à cette convention, le président a décliné son programme d'action autour de 10 piliers. Ces piliers, je les rappelle, c'est la santé, l'éducation, le logement, la sécurité et la défense, la décentralisation, la diplomatie, l'emploi et la lutte contre le chômage, le sport, la culture et le tourisme, l'économie et les infrastructures, l'état de droit, la justice et la démocratie. Comme je l'ai dit à l'entame de ce numéro, chaque numéro de PPACI va se consacrer à un point qui sera développé, pas forcément par moi, mais par un technicien, des techniciens de la maison, et qui va dire aux Ivoiriens, dans ce secteur bien précis, qu'est-ce que nous voulons faire. Pour aujourd'hui, nous allons nous contenter sur 2 points. Je demande un point et puis un sous-point. Le premier point, c'est la santé et le bien-être pour tous. Et le deuxième point, ce sera la question de, je dirais, notre politique de désendettement. En ce qui concerne la santé et le bien-être, la Côte d'Ivoire est classée 166e sur 193, loin derrière les pays comme le Bénin, le Burkina Faso, même en situation de guerre, dans l'indice de développement humain. Vous savez,
Ce gouvernement-là, quand on leur parle, ils ont l'impression que nous sommes des bornés, on ne comprend rien. Mais l'économie, là, c'est la chose la plus... Je crois que chacun de nous est économiste. Après, bon, on peut développer les théories qu'on veut, mais chacun de nous comprend l'économie. Parce que tu ne peux pas me dire, je suis riche, et en même temps, mon espérance de vie est de 53 ans. Tu ne peux pas me dire, je suis riche et je n'ai pas accès à l'hôpital. Parce que les ratios macroéconomiques, c'est des rapports. C'est des rapports. Et pour simplifier, pour que ceux qui nous écoutent comprennent, si vous êtes 5, c'est-à-dire le PEX, le LG, Odette, moi, plus mon affaire Malik, on forme une communauté. Une année, Malik a eu 1000 francs. Odette a produit 2000, ça fait 3000. Le secrétaire, le PEC, comme il est le premier, il est le chef, il produit 5000, ça fait 8000. Le LG produit 3000, ça fait 13 000. Moi, je produis 2000, ça fait 15 000. On dit, bon, 15 000 divisé par 5, ça fait chacun a produit 3000. Donc, chacun a gagné 3000. C'est comme ça, il faut simplifier les choses pour que la personne la plus simple comprenne. Mais moi, je n'ai pas gagné 5 000, moi, j'ai gagné 2000. J'ai gagné 2000. Mais on dit non, on a divisé tout. Bon, on suppose que chacun a gagné 3000 sur les 15 000. L'année suivante, moi, je ne sais pas gérer, je perds mes 2000. Mais lui, il gagne 8000. Lui, il gagne maintenant 5000, ça fait 13 000. Elle gagne 5000, ça fait 23 000. Et lui, il gagne 5000, ça fait donc 28 000. On dit, bon, arrondissons à 30 000. Donc, on a gagné 30 000. On dit, bon, divisez ça par 5. On dit, oui. Oui, on est devenu plus riche parce que, en divisant ça par 5, chacun a eu 5 000, 5 000, 5 000, 6 000, 6 000, 6 000. Mais moi, là, j'ai perdu, j'ai rien. Donc, vos calculs, quand vous les faites là, ça là, c'est de la macroéconomie, c'est-à-dire c'est pour expliquer des ratios de grandeur, mais ça ne veut absolument rien dire dans le concret. Voilà ce qu'on appelle le produit, le revenu national brut par habitant. On s'assoit, on calcule une masse, et puis on dit, bon, on divise par la population, on détient une moyenne, on dit, on est devenu riche. Mais si je suis devenu riche, pourquoi vous allez me chasser dans mon GESCO pour dire que je ne suis pas bien logé? Voilà les réalités économiques. Au point où il faut qu'aujourd'hui, nous les pays africains commencent à demander, est-ce qu'il n'est pas juste de désigner nous-mêmes un certain nombre de nos économistes, d'autres ratios pour juger nos économies? Ça n'a aucun sens. Quand vous demandez au RHDP, ah non, le pays va bien, tout est bien au ratio, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que nous sommes incapables d'augmenter notre indice de développement humain? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, la question de la santé est une question fondamentale du bien-être des personnes. Le président Laurent Gbagbo a pris l'engagement suivant: d'assurer l'égal accès aux services de la santé. L'égal accès aux services de la santé. Une politique dans le bien-être, une politique de logement bien élaborée, et puis un cadre de vie assaini. Mais les deux derniers, on ne va pas en parler aujourd'hui. On va parler seulement de l'égal accès à la santé. Nous sommes les initiateurs de l'AMU. C'est notre ADN. On a beau venir te copier, mais la copie ne peut jamais ressembler à l'original. Forcément. Parce que, vous savez, dans chaque engagement politique, il y a toujours ce que les Anglais appellent le caritas, le cœur. C'est-à-dire, si ton engagement, il n'est pas... Quand tu n'es pas humaniste, ton programme ne peut pas être humaniste. Voilà. C'est tout simple que ça. Tu n'es pas humaniste, tu n'as pas d'amour en ce que tu fais. Ton programme, ça se ressent. Nous avons créé l'AMU avec amour pour les Ivoiriens. Et nous voulons leur revenir créer cet AMU-là
avec le même entrain, qui va s'organiser autour de 3 caisses. Une caisse mutuelle de santé pour les planteurs et cultivateurs. Et ça peut se faire, chers amis. Le mécanisme, on vous l'expliquera. Une caisse mutuelle de santé pour les fonctionnaires, ça existe déjà. C'est-à-dire comment transformer la MUCHFC pour l'intégrer dans un système global de prise en charge sanitaire. Et puis une caisse de santé pour les travailleurs du secteur, de tous les secteurs privés. Et ça, c'est important pour nous. Pourquoi? On dit, bon, venez, vous allez payer 1000 francs, il y en a qui paient 1000 francs, il y en a qui paient 5000, et puis bon, on ne sait pas comment la répartition est faite, et puis bon, finalement, les gens, ils ont leur carte, ils n'ont pas accès aux soins. Ils n'ont pas accès aux soins. Donc, sur la question de la santé, nous donnons les idées, mais elle sera encore élaborée dans un document définitif avec tous les spécialistes, comme l'un est à côté de vous, qui est spécialiste des questions de SIDA, pour qu'on ait un document vraiment élaboré. Mais autour de cette prise en charge, en ce qui concerne la prise en charge, la mutualisation de la santé, tant qu'on n'y arrivera pas, ce n'est pas la peine d'espérer qu'on puisse améliorer l'état de santé de nos populations. Donc, la mutualisation. Une caisse pour les paysans. Vous expliquez aux paysans qu'on va vous prélever un peu sur votre produit pour vous soigner, il accepte. À condition que quand il a vraiment besoin, il aille en plus de soigner. Et ça, nous allons revenir là-dessus. Ça, c'est le premier point, l'égal accès. Deuxièmement, il nous faut absolument améliorer la part de l'État, dans la part du budget dans la santé. Je me rappelle très bien que dans notre exil, il y a un qui me disait, il dit, oui, vous les économistes, là, quand le mois venir, on va dire d'augmenter, vous allez vous plaindre. Mais nous tous, on sait, aujourd'hui, ce qui se passe ici, il faut absolument qu'on augmente la part du budget dans la santé. Notre santé est fragile. Est fragile. La part actuelle, elle est 6%. 6%. Alors que même au sein de la CEDEAO, les standards demandés, c'est 15%. C'est-à-dire même ceux qui te disent que, quand on leur demande, ils disent, eux, ils sont deuxième économie après le Nigeria, non? On l'a dit, dans les autres pays, les gens se débrouillent pour porter leur quotidien à 15% la part de budget dans la santé, et en Côte d'Ivoire, on est à 6%. 6%. Donc, le président s'engage, notre candidat, à porter cette part-là autour de moins de 15% pour respecter les standards de la CEDEAO. Cette augmentation va permettre de supporter la pyramide de la santé, c'est comme ça que vous appelez la pyramide de la santé. C'est-à-dire quoi? Voyez-vous aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans nos pays? Vous faites un accident à Niakara, chez moi. Vous avez fait un accident, vous avez un traumatisme crânien. Non, c'est Niakara. Un traumatisme crânien avec un hématome subdural profond. Excusez-moi, je connais un peu quand même. Je connais un peu. Avec un hématome subdural profond, il n'y a aucun appareil, ni à Koro, qui est notre capitale régionale, pas à Boaké. C'est-à-dire qu'on doit faire un examen profond de son IRM pour localiser exactement où se trouve. Il n'y en a pas. Si tu as eu lieu au Djéné, il n'y en a pas. Tu sais, tu vas traverser jusqu'à... Si tu as la chance, tu vas trouver un à Yamsoukro. Je dis bien, je doute. Jusqu'ici. Mais dans ces conditions-là, comment on fait la prise en charge? C'est-à-dire, si j'ai un problème, puisque la pyramide, la santé est organisée de sorte que les prises en charge se font selon le niveau, la gravité de la pathologie, du niveau de prise en charge. Donc, il y a un plateau technique pour chaque type de pathologie. Au fur et à mesure qu'on avance, c'est-à-dire
Arekoka, voilà, pour prendre les choses dans mon village. On dit, bon, ça c'est un centre de santé rural. Bon, voilà, c'est rural. Je l'ai revendu, il n'y a pas de problème. C'est rural. Oui, bon, lui, il n'avait pas lu. Mais quand c'est sérieux, on dit, bon, envoyez-le à Niakara. Parce qu'on estime que le plateau technique de Niakara lui permet, pour cette pathologie, de pouvoir gérer ça. Quand ça ne va pas, on dit, envoyez-le à Kachola. C'est le cher, cela. Si ça ne va pas, on dit, bon, envoyez-le à Korogo ou à Waki. Mais si le minimum qu'il me faut pour me prendre en charge au niveau de Niakara, il n'existe pas, donc, fondamentalement, la pyramide n'a plus de sens, puisque je suis obligé automatiquement d'aller à la structure la plus importante. Et finalement, on se trouve dans un engorgement, parce que l'équipement ne suit pas la structuration de la pyramide de la santé. Ça, il faut qu'on corrige. Et c'était ça l'objectif président, parce que l'AMU, tout ça organisé, devait répondre à cette structuration-là, parce que la prise en charge doit tenir compte justement de cette structuration pyramidale de la santé. Bon, voici dans quel état nous sommes aujourd'hui. L'autre élément, donc le président s'engage à créer un CHU, je dis bien un CHU, dans les 10 régions qu'il a proposé comme étant les régions qui vont être les régions administratives. Un CHU, pour compléter le sommet de la pyramide. En plus de cela, le président s'engage à construire un hôpital militaire digne de ce nom, pour la prise en charge des cas pointus. Et on explique pourquoi. Parce que dans ce pays-là, en Afrique surtout, il faut qu'on arrête à un moment donné. Pourquoi moi, quand je suis malade, on ne peut pas m'évacuer, et puis quelqu'un est malade, l'État l'évacue? Pourquoi? Au nom de quoi des gens, quand ils sont malades, on les évacue, et il y en a, on ne les évacue pas. Le président dit ceci, quand il prend le pouvoir, il va non construire cet hôpital-là, et cet hôpital-là va servir à la prise en charge de tout le monde. C'est-à-dire, tu es ministre, tu es malade, on te soigne ici. C'est important, s'il vous plaît. Parce que quand toi, tu es ministre de la Santé, et puis tu es malade, tu t'en vas te soigner à l'intérieur, tu dis quoi, mais quel est le message que tu donnes aux populations? Quel est le message que tu leur donnes? Est-ce que vous imaginez Macron, le président Macron malade, et puis il dit, bon, j'aimerais me soigner aux États-Unis? Il y a un problème. Il faut qu'on finisse avec ça. Et le président veut finir avec ça. D'où la structuration de l'équipement qui devait pouvoir suivre. Et même au besoin, lorsque le technicien n'existe pas, au moins si les instructions, on peut envoyer quelqu'un qui peut venir pour venir. Non seulement ça forme sur place les autres médecins, mais au moins ça met tout le monde devant. Chacun est placé au même niveau en ce qui concerne la prise en charge. Et puis, aujourd'hui, quel est le ratio? Aujourd'hui, le ratio, nous sommes aujourd'hui pratiquement à un médecin pour 10 000. Ah oui, c'est le ratio. Je l'ai dit sous autre chose. Pour 10 000 habitants. Ouais. Un médecin pour 10 000 habitants. Ça, c'est la moyenne. C'est une moyenne arithmétique. Mais je rappelle qu'à Arekoka, il n'y a pas de médecin. Hein. C'est une sous-préfecture. Bon. Et il y a plus de 15 000 personnes. Donc, ça, c'est un ratio. C'est-à-dire un médecin pour 10 000 habitants. Le président souhaiterait ramener déjà en 2030 au moins ce ratio à un médecin pour 6 000, parce qu'il ne faut pas être trop optimiste, parce que le standard de l'OMS c'est un médecin pour 3 000. Si on se dit en 6 mois, en 5 ans, dans l'état actuel de la Côte d'Ivoire, où on ne sait même pas quelle dette on va nous laisser,
Donc, on va être prudent. Le président commence à dire, au moins, quand il finit son mandat, on doit arriver à une période où un médecin pour 6 000 habitants. On s'approche au moins des standards. Si on peut faire plus, on le fera. Parce que, bon, comme on ne sait pas qu'on va nous laisser dans la marmite, il ne faut pas inviter beaucoup de personnes au repas, quoi. L'autre point, c'est la politique d'autonomisation des médicaments et des autres produits pharmaceutiques. Sur ce point, rappelez-nous que dans ce pays-là, on a fait embargo, y compris sur les médicaments. Comme je l'ai dit, aucune étude sérieuse n'a été faite pour voir l'impact de cette mesure sur la vie. Combien de personnes sont mortes de ces faits-là? Quand on a eu ça, il faut avoir une autre vision des choses. C'est pourquoi le président a décidé que dans un partenariat, notre candidat, partenariat privé, secteur privé, secteur public, appuyé par les banques nationales que le président va créer, nous allons inciter la production des médicaments et des instruments, des produits pharmaceutiques sur place ici. On peut le faire. On peut le faire. Le latex, on produit le caoutchouc ici. Mais les grands là, seringue, mettre petit, on peut le faire ça ici quand même. Mais tant que nous ne sommes pas arrivés, certains pays essaient, hein. Vous savez, des pays comme le Ghana, ils ont des problèmes aujourd'hui, mais ils s'en sortent parce qu'il y a un minimum de choses utiles qu'ils produisent sur place, qu'ils consomment sur place. Et le président, quand il est dit, il avait déjà commencé, il y avait une entreprise, Rouget, c'était Rouget, oui, à Yopougon, qu'il a allé inaugurer, le président était allé inaugurer pour vraiment lancer sa politique. Mais dès que la rébellion est arrivée ici, il dit c'est pour le président Gbagbo. Ils sont allés, ils ont tout gâté. Donc, ce qu'il dit là, il a déjà fait. Donc, ce n'est pas que c'est du langage, il a déjà fait. Il avait accompagné ce privé-là pour monter cette société-là à, comment on appelle, à Yopougon. Il veut continuer avec ça. Il veut que, entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, dite moderne, il y ait une sorte de symbiose pour assurer justement cette indépendance. Comme les gens, quand les Blancs sont arrivés ici, on n'est pas tous morts, ils ont trouvé des gens vivants ici quand même. Donc, forcément, on se soignait. Et je pense que ça manque. Et ça aussi, un pays comme le Ghana a réussi cet ancrage-là entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Et ça, il veut en faire une priorité absolue. Et puis, il souhaite faire il faut mutualiser, ça aussi c'est ça. Le panafricanisme nous demande de mutualiser un certain nombre de choses ensemble. Voyez-vous, après, si on n'a pas tiré les leçons de la Covid-19, on a un problème. La Covid-19 a prouvé que dans une pandémie sérieuse, c'est difficile pour un pays de s'assurer sur la prise en charge des choses. Et même en Europe, vous avez vu qu'à un moment donné, les Français ont oublié d'envoyer certains leurs malades en Allemagne, et il y avait une certaine mutualisation. Il faut absolument en Afrique que nous songions effectivement à la mutualisation de la santé. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Et il veut le faire. Au nom du panafricanisme et la solidarité africaine, le président veut travailler dans ce sens-là. Dans tous les cas de figure, le président estime qu'il y a deux choses qui sont essentielles pour lesquelles tout doit reposer exclusivement, en tout cas de façon, je dirais, principalement sur les ressources endogènes, c'est la santé et l'éducation. Parce que si tu as besoin de crédit pour qu'on te soigne, tu as besoin de crédit pour envoyer tes enfants à l'école, c'est qu'il y a un problème. Même nous là, un homme, si pour soigner ton enfant ou manger à l'école le soigner, tu demandes crédit, il y a un problème. À plus forte raison pour un État. Donc il dit que la priorité, c'est-à-dire les dépenses endogènes, les recettes endogènes, ces questions, la santé et l'école doivent pouvoir être supportées de façon, je dirais, principale.
On ne va pas laisser des dons, si quelqu'un vient te faire un don. Mais on ne va pas construire une politique de santé, une politique d'éducation en comptant sur les autres. Le ministre Amano nous donnait un exemple que les Japonais, à un moment donné, les Japon dit on va vous aider pour construire, pour construire des écoles pour vous, des lycées, ainsi de suite. Et puis faire le logiciel, faire comment on appelle les manuels pour vous. Mais à condition qu'on ait les fabriquer au Japon. Bon. Vous voyez comment, quand vous ne vous prenez pas en charge, comment les gens peuvent vous imposer leur façon de voir les choses. Donc ça concerne la santé. Le deuxième point, c'est comment nous luttons contre la politique d'endettement qu'on va nous laisser. Comment nous nous positionnons par rapport à ça. Il y a 3 axes autour desquels le président veut construire sa politique. L'amélioration des recettes fiscales, et l'amélioration des recettes non fiscales, et surtout le contrôle budgétaire pour lutter contre la fraude. Commençons par l'amélioration des recettes fiscales. Ça, je pense qu'on n'a même pas besoin de parler, puisque le président Gbagbo a démontré de 2002 jusqu'en 2011 sa capacité à pouvoir mobiliser les ressources internes et à fonctionner à partir de ça. Le budget sécurisé, là, c'est notre ADN, c'est notre marque déposée. C'est ça la sagesse. On a toujours dit, il y a 2 types de personnes qui courent derrière le pouvoir. Il y a les hommes de pouvoir et il y a les hommes d'État. C'est 2 personnes différentes. L'homme de pouvoir, il cherche le pouvoir, il ne regarde que les privilèges qui sont attachés au pouvoir. L'homme d'État cherche le pouvoir pour améliorer la vie des autres. C'est à la limite pour lui un sacerdoce. Lorsqu'on nous attaque en 2000, comment faire pour réagir au moment où tout le monde nous a lâchés? Il fallait de l'imagination. Et nous avons tenu, grâce au leadership du président Laurent Gbagbo. Je l'ai dit, je ne suis pas le seul de l'administration fiscale. Le secrétaire général adjoint d'un haut cadre d'administration fiscale, il était directeur comme moi. Donc nous savions ce qui s'est passé, comment nous avons tenu ce pays-là. Et mais pour que nous puissions réussir, parce qu'il faut comprendre que la question de la dette est liée à notre capacité à mobiliser des ressources internes. Si nous n'avons pas assez de ressources internes, nous serons toujours appelés à demander de l'argent à l'extérieur, de l'aide. Donc, le président dit, la première des choses, il faut qu'on diminue le poids du secteur informel dans l'économie ivoirienne. Parce que tant que nous ne serons pas capables de moderniser ce secteur-là et être capables d'aller prendre des recettes d'abord fiscales là-dessus, évidemment, il participe. Le secteur informel, c'est 40%. Les gens pensent même, les optimistes, 51%, les pessimistes, mais il est autour entre 49 et 51%. Ça part dans le budget, dans le PIB. C'est-à-dire, il y a 49 à 51% d'une partie de notre économie qui échappe totalement à toute fiscalisation, c'est-à-dire, pour parler sincèrement, à toute possibilité de récupération de recettes là-dessus. Donc, si vous voulez corriger, vous voulez lutter contre l'endettement, il faut commencer par ça. Comment nous faisons? Donc, il faut réduire la portée, le poids du secteur informel dans notre économie. Et on peut le faire. Et comment le président compte le faire? L'un des problèmes qui favorisent le secteur informel en Côte d'Ivoire, c'est nos systèmes bancaires. Nos systèmes bancaires ne permettent pas du tout de tirer le secteur informel de son domaine informel pour l'envoyer dans le secteur formel. Écoutez, vous pensez vraiment que les pauvres femmes qui vendent la loco là n'ont pas envie d'améliorer leurs conditions de travail? Elles ont envie.
Vous pensez que L'Oréal non, la société des choses, Bettencourt là, mais elle n'a pas commencé en multinationale. Elle a commencé comme nos parents font faire de qualité, et puis on va voir des gens, on dit ah c'est bon, et puis ainsi de suite. Mais pour qu'elle en arrive à là, il a fallu qu'il y ait un système bancaire qui l'accompagne. On ne peut pas appliquer une économie en se débarrassant des instruments de cette économie-là. La Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation est de 26%. 26%. C'est-à-dire que 26% des Ivoiriens, des populations ivoiriennes ont accès au service de la banque. Bon, quand on ajoute les mobile money, bon, ça monte un peu jusqu'à 30%, 33%. Oui. Voilà. En tant que mon assistant n'est pas là, hein. Les garçons sont en train de me laisser souffler comme ça. Donc, mais le système bancaire ivoirien souffre. Lui, quand on va arriver dedans, on va le faire en détail. Mais aujourd'hui, on va dire pourquoi il ne favorise pas. Le système bancaire ivoirien, c'est ce qu'on appelle un système de niche. Niche. C'est-à-dire les gens viennent, les banques viennent, elles choisissent là où elles veulent investir pour se faire des sous. Elles ne sont pas venues pour financer l'économie. Ce n'est pas le problème. Cacao, chacun veut faire sa part. Quand on a fini de faire le commerce de cacao, ils ont gagné, chacun a gagné au moins 60% de son produit net bancaire. C'est pas son problème, le reste. Après, c'est nous, les fonctionnaires. Chacun se bat. Dès qu'on rentre à l'ENA, ils viennent nous cotiser. Bon, nous, on a ceci ici. Parce qu'ils ont besoin que nous soyons là-bas. Avec eux. Quand on a fini par nos agios, ils ont complété les chiffres d'affaires. Donc, le reste là, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent prendre aucun risque. Or, un banquier qui ne prend pas de risques, mais c'est exactement comme ma grand-mère qui prend l'argent, elle peut dans son frère, puis dans le main, elle reprend. Ce n'est pas un banquier. Donc, nos systèmes bancaires, il faut les corriger. Mais on ne peut pas les corriger si on ne crée pas nous-mêmes, l'État ne s'investit pas dans les banques. Il nous faut au moins 2 banques nationales ou 2 ou 3 banques nationales en Côte d'Ivoire. Des banques de l'État de Côte d'Ivoire. Mais d'ailleurs, c'est elles qui nous ont sauvés en 2011. Quand les banques françaises ont fermé, ce sont les banques nationales bancaires du pays qui vont la mettre en application. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller à Tipa d'ouvrir un marché, une agence de banque là-bas, pour qu'au moins le paysan qui allait vendre son truc, il puisse aller déposer quelque part. Parce que le rôle de la banque et des assurances, c'est justement de collecter l'épargne des ménages et pouvoir donc développer l'économie. Mais s'il n'y a pas de banque à côté de moi, où j'ai collecté l'épargne, avec quoi? Mais ils n'y vont pas. Ce n'est pas le problème. Je reprends encore un petit pays comme le Ghana. Vous n'arrivez pas à vivre dans une ville au moins de 300 personnes et puis il n'y a pas un gars ou un guichet. Ce n'est pas possible. Ah, il faut corriger ça, le système bancaire. Mais tant que nous allons rester dans le système système actuel, organisé autour du CFA et de la BCAO qui ne s'ouvre pas, ça va être difficile. Il faut donc des banques nationales audacieuses à qui on donne des missions. Et il y a des décisions qui vont être prises. Quand on va arriver là-bas, on en parlera. Parce que moi, personnellement, c'est mon avis personnel, hein, je ne sais pas ce que le parti penserait, mais je pense qu'en toute honnêteté, que je ne vois pas pourquoi est-ce que le Trésor doit payer les salaires des fonctionnaires dans les banques privées. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que, et quand on le dit, très longtemps, la France a fait ça. Avant de partir à l'euro, 80% des fonctionnaires français étaient logés au Crédit Lyonnais, c'était une banque nationale, et à la Poste. Mais, parce que tu viens de l'extérieur, c'est pour venir m'aider. C'est pas pour venir prendre le peu de mon argent pour partir avec. Ça, il y a des décisions courageuses à prendre. Et nous allons répondre, le président est prêt à prendre des décisions courageuses dans ce sens-là. Donc, il faut sauver le secteur bancaire. C'est parce que nous serons capables de permettre au secteur, aux agents du secteur d'avoir accès aux banques que nous allons pouvoir les faire sortir. Parce que quand tu vas à la banque, elle te donne un petit prêt, tu es obligé de se tenir une comptabilité. Donc, automatiquement, par l'effet d'induction, tu
commence à formaliser ton économie, commence à sortir du secteur informel. C'est comme ça des pays comme l'Inde ont procédé. La Chine, là, elle repose sur 5 banques. Les banques commerciales, les banques d'État françaises, elles sont 5. C'est elles qui font toute la puissance de la Chine. Il faut que nous, au niveau du secteur bancaire, il faut qu'on le regarde. Deuxièmement, il faut qu'une part de notre budget soit affectée à aider effectivement le secteur informel. Et on vous explique. Honnêtement, pour que moi, on achète BIC ou bien des feuilles de rame pour aller livrer à une entreprise, j'ai besoin de quelle expertise? J'ai besoin de quelle expertise? Donc, le président dit qu'une partie du budget, c'est-à-dire les petits marchés de 50 millions et autres, sont exclusivement passés aux jeunes et aux femmes. Ivoiriens, jeunes et femmes. Je vous explique pour que vous compreniez, pour que vous n'avez pas bien compris. Il y a des marchés publics de fourniture de bureaux. 20 millions. Budget 20 millions. On dit, on cherche, excusez-moi l'expression, bon, je n'ai pas dit le nom des gens ici de nationalité, mais on les connaît. Bon, c'est à eux on donne. Mais comment voulez-vous que cette jeunesse-là, vous puissiez l'aider à rentrer dans l'entrepreneuriat à ce niveau-là? Donc, une partie du budget, c'est-à-dire les petits montants, les budgets de livraison de matériaux, pour les élus, là, ça vous concerne aussi les maires. Oui, les collectivités, les budgets des choses, comme on appelle, fourniture de bureaux, fonctionnement de bureaux et autres. Et même ceux qui sont dans le secteur privé, par des avantages fiscaux qu'on va leur donner, on va leur demander la même chose. Sinon, on ne voit pas comment on peut lutter contre le secteur informel avec ça. Regardez, prenons un exemple. Le président dit, l'école, quand il va construire l'école, il va faire, les internats vont s'ouvrir. S'il y a un internat, oui, ça, les internats doivent s'ouvrir. S'il y a un internat, à quoi peu coup? Ou bien à Guézon, pour parler choses. S'il y a un internat là-bas, le riz là, que ces jeunes mangent, mais pourquoi voulez-vous qu'on l'importe? Mais il faut bien que les parents de Kwakwekou, de Guézon, puissent produire ces riz-là et que le vendent directement pour nourrir les élèves qui sont à l'internat. Mais c'est comme ça que tu vas lutter contre le secteur informel. Et en rentrant là, évidemment, il y a des impôts qui sont prélevés là-dessus. Donc ça, élargir l'assiette en luttant contre le secteur informel. Notre politique agricole doit aussi s'articuler autour de ça. Nous faisons pratiquement 40% de notre PIB est de secteur agricole. Et puis, il n'est pas suffisamment fiscalisé. Il n'est pas suffisamment fiscalisé. Et pourquoi il n'est pas fiscalisé? Parce qu'en fait, ils volent les paysans, ils prennent le maximum à les paysans, et puis ils s'asseyent, et pour eux, c'est fini. Mais ce n'est pas fini. Savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire perd autour de 400 milliards par an pour les dommages causés par la transhumance animalière venant des pays du Sahel. 400 milliards par an. Que l'État a oublié de payer. Mais quand on est imaginatif, comme le président Gbagbo veut le faire, comme il est imaginatif, c'est d'organiser de sorte que cette charge-là, on peut permettre aux populations de pouvoir vivre avec ça. Et comment ça se fait? Moi, ma famille, nous avons 300 hectares de savane. Voilà, on ne peut pas faire plus de 50 hectares. Mais on est capable d'organiser une économie de pâturage à partir justement de ces terres-là. De sorte que quand nos parents viennent à leur bœuf du Nord, ils sont là-bas. Mon pâturage, j'ai décidé maintenant de faire mon pâturage. Je suis assis chaque matin avec ma chaise. Tu rentres ton bœuf dans mes 500 francs. Tu es en train de perdre sur mon territoire. Vous imaginez, c'est comment on est capable de construire autour de ça. Et comment, à partir de là, on peut fiscaliser le secteur informel, prendre de l'argent là-dessus, le remettre donc aux collectivités décentralisées pour leur prise en charge direct, y compris la prise en charge du paysan en termes de son assurance maladie.
Quand ces bœufs sont arrivés, je peux même décider de dire, bon, moi, une partie, je vais faire cultiver du manioc, puisqu'on sait que les protéines, bon, ça, je parle des spécialistes, l'amidon, là, ça fait grossir les bœufs. Ouais, et c'est pourquoi, d'ailleurs, les bœufs détruisent les cultures chez nous. Quand ils sont prêts à vendre, ils les envoient dans les champs, parce qu'un bœuf, quand il mange du ligname, les 15 jours qui suivent, c'est fini, il prend au moins 20% de son volume. Donc, ils font exprès. Donc, il faut organiser ça. Organiser ça. Et donc, je peux dire, moi, je cultive du manioc pour leur vendre. Je peux me faire un fourrage de pluie pour leur faire boire. Tout ça, ça vient augmenter mes charges, mes recettes. Mais quand tu as un peu, tu donnes aussi un peu à l'État. Tu donnes un peu à l'État. Et le président dit, après ça, les animaux, moi, je n'ai pas vu à Paris, enfin, je n'ai pas souvent là-bas, mais ceux qui sont à Paris, je n'ai pas vu les bœufs. Et à part des bœufs à Paris, je ne sais pas. Mais les Français mangent les bœufs, la viande des bœufs quand même. Le président dit, nous allons construire une industrie bovine au nord. C'est-à-dire protéines au nord. C'est-à-dire quoi? Quand ils ont fini de manger son gros, ce n'est pas la peine de les envoyer à Abidjan ici. On construit donc un abattoir moderne à Bondoukou. Un dans le centre, mais je vais négocier sur ça à Kachula. On va plaider pour ça à Kachula. Et l'autre à l'ouest, vers Odini. À partir de ce centre d'abattage d'animaux, toute une industrie de distribution de la viande congelée, à partir de là, va se développer pour ravitailler toute la Côte d'Ivoire. Dans le sens contraire, à partir des côtes, comme, je ne sais pas, les Grands Laou, ou comment on appelle, San Pedro et autres, une industrie de poissons dans les mêmes conditions pour aller. Parce que dans les camions, nos bitumes se gâtent pourquoi? Parce que tous ces bœufs-là, on les envoie à Abidjan ici pour les battre. Maintenant, ceux qui aiment faire sacrifier, tu vas acheter ton bœuf là-bas et puis tu l'envoies ici, toi seul. Si tu as besoin d'avoir un bœuf sur le pied, tu vas l'acheter là-bas, tu viens. Mais est-ce que vous imaginez une telle industrie, non seulement la jeunesse du Nord va trouver du travail, donc elle n'a plus besoin de descendre dans le Sud, les propriétaires terriens organisent leur économie autour de ça, mais quand tu as fini d'organiser ça, mais tu peux faire tes recettes fiscales sans avoir demandé l'argent ailleurs. Le président Gbagbo a de l'imagination. Il a une imagination fertile. Et voici l'un des éléments qu'il veut utiliser pour lutter contre le désendettement en élargissant l'assiette de l'impôt. En luttant contre le secteur informel. Alors, l'autre élément, c'est... Bon, j'ai parlé de la banque déjà. Certains métiers. Je prends tous l'exemple du Ghana, parce qu'on est resté 10 ans, donc on est observé. Au Ghana, il n'y a pas un métier où il n'y a pas de diplôme dedans. Il n'y a pas un métier où il n'y a pas de diplôme. Chaque année, à une autre période, le gouvernement lance les concours de diplôme de ce qu'on appelle les travaux de la main. Coiffeuse, il y a un diplôme. Tu n'es pas diplômé, tu ne peux pas ouvrir un salon de coiffure. Et ton diplôme doit être visible. C'est la même chose pour tous les travaux manuels. Couturier, ainsi de suite. Parce que si tu ne valorises pas ce métier, fondamentalement, tu le pousses dans l'esprit des gens que c'est un métier qui ne nourrit pas son homme. Donc toi-même, l'État, tu t'en occupes pas. Tu t'en occupes pas. Est-ce qu'en France, vous trouvez des gens qui arrivent et puis, même pour venir s'occuper de vous, sauf ceux qui sont dans le noir, mais ceux qui travaillent officiellement, on te demande au moins une petite formation liée au moins de périculture. Parce que je vais te laisser mon enfant, je m'en vais travailler, je ne sais pas ce que tu vas lui donner. Mais tout en valorisant ces métiers par leur donnant des diplômes, tu es obligé de les valoriser aussi au niveau des salaires. Puisqu'il faut que la personne vive de ça. Donc, si on leur fixe un salaire qui leur permet de vivre, évidemment, tu vas mettre ton impôt là-dessus. Mais tant que nous allons les garder, puis les matins on les prend, et puis on dit, bon, pas qu'ils arrivent, ils sont partis. Le lendemain, on prend une autre, et ainsi de suite. Bon, nous encourageons le secteur informel. Donc, il n'y a pas de petits métiers. Et ça, je pense à quelqu'un qui a fait la GFOP, et c'est de quoi je parle. Il faut les former, il faut les donner. C'est-à-dire, un maître couturier, on t'envoie un couturier, au bout de 3 ans, il a fini.
On organise un concours national, ça peut se faire dans les communes. On dit, bon, toi, c'est admis, voici ton diplôme, tu es couturier, tu peux aller faire ton truc. Mais si chez moi, chacun se lève, les couturiers. Donc voilà un peu, en ce qui concerne comment nous entendons valoriser le secteur, ces métiers-là. Enfin, c'est le renforcement des capacités des administrations fiscales. On en a déjà parlé. Le président avait donné ça. On est quand même les premiers à avoir fait l'appel à candidature. Hein. On est les premiers à avoir fait l'appel à candidature hein, dans ce pays-là. Et ça nous a donné des résultats qui se sont... Et le président a eu l'idée géniale de créer la taxe spéciale d'équipement. Parce que quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé dans nos pays, dans nos administrations? Moi, je suis rentré à la DGI en 92 ou 10. Mais quand on arrivait là-bas, mais pour avoir cher pour s'asseoir, c'était très compliqué. Quand le président est arrivé et qu'il voulait compter sur ses recettes propres, il a dit il faut que je donne les moyens aux administrations fiscales. Et il a créé une taxe parafiscale qu'on appelle la taxe spéciale d'équipement. Tout ce que vous voyez à la DGI, là, qui a commencé à se déployer, là, c'est le génie du président Laurent Gbagbo. C'est cette taxe-là qui lui a permis aujourd'hui à la DGI de prendre les couleurs qu'elle prend et qui continue aujourd'hui. C'est d'ailleurs une partie de cette taxe qu'on veut emmener, parce qu'après, elle est partagée entre le secteur privé et le secteur de la DGI, 1 tiers et 2 tiers. Le tiers qui est dans le secteur privé, là, on veut la récupérer pour en faire financer une banque commerciale avec ça. Parce que c'est quand même 10 milliards par an à peu près. C'est quand même 10 milliards par an à peu près. Donc, renforcer. Alors, les recettes, comment on améliore les recettes non fiscales rapidement? C'est simple. En Côte d'Ivoire, en 2007, le Trésor a fait une étude où on s'est trouvé avec 400 milliards de recettes qui rentrent dans les qu'on appelle les caisses des entrées, bon, on appelle ça gentiment les caisses noires, qui sont des caisses attachées. Chaque ministère vient, il crée sa caisse. 400 milliards. Et je parie que ça a dû augmenter aujourd'hui. Mais si vous faites des trous parallèles, des voies parallèles où l'argent s'en va, mais évidemment, ce qui va arriver au sommet là, bon, forcément, c'est une partie. Non seulement vous prenez vos pas et puis on fait par là tout ce qui est en haut là-bas, sur la caisse commune. Il faut finir avec ça. Il faut ouvrir un guichet unique au trésor, toutes les taxes parafiscales qui sont affectées aux structures. Et en contrepartie, et ça nous l'avons dit, le président va le faire, c'est de reverser des ressources à ces ministères-là substantiels qui peuvent leur permettre d'assurer le fonctionnement, ainsi de suite pour les besoins. Mais il n'est pas juste que chacun se lève et il crée sa taxe parafiscale et il nourrit sa caisse personnelle, ainsi de suite. Le problème de ces pays-là, ce n'est pas un problème de manque d'argent. C'est la rigueur et le sérieux, l'organisation et la structuration de notre système financier. Il faut corriger ça. Il faut corriger ça. Il faut finir avec ces caisses parallèles. On revient tout au trésor et on fait des ressources là-dessus. Le contrôle, la fraude et la corruption fait perdre à la Côte d'Ivoire 1400 milliards par an de francs CFA. C'est-à-dire les recettes fiscales font autour de 5 000. On pourrait dire plus de 15%, autour de 20% des recettes. De ces recettes-là, il y en a qui sont détournées. Honnêtement, plus de 1 milliard, 1400 milliards. Les pertes des gens. Mais pourquoi? Parce que le contrôle budgétaire, là, notre budget, là, la partie qui concerne vraiment, qui va justement aux besoins de la population, c'est la partie la plus petite. Parce que nos systèmes de contrôle budgétaire, on a favorisé le contrôle a posteriori. C'est-à-dire, bon, on a fini de dépenser, on dit on va le contrôler. Mais quand quelqu'un a fini de bouffer son argent, là, tu le contrôles, là, quand tu les prends, tu fais quoi avec lui? Le rôle de l'État, ce n'est pas d'envoyer ces gens en prison. C'est d'empêcher qu'on vole. Donc, le président dit, il va créer la direction du contrôle financier, il va la diriger en direction générale du contrôle
financière et budgétaire. Il faut l'étoffer et lui donner plus de pouvoir. Parce que notre budget, là, les gens sont trop forts dans ce pays-là. Dans ce pays-là, des gens ont construit des immeubles de 6 milliards. De l'argent a été dépensé, mais l'immeuble n'est jamais sorti. Ça existe dans ce pays-là. Ça existe dans ce pays. Donc, il faut que ça, là, on finisse avec. Il faut étoffer le contrat a posteriori. Bon, les Blancs, bon, ils le font parce qu'ils ont quand même dit bon, une certaine morale. Mais ici, nous devons mettre l'accent sur le contrôle a priori. Mais je vous ai donné 30 millions si tu veux construire un bâtiment. Mais quand tu finis ton bâtiment, j'envoie quelqu'un expertiser. Est-ce que vraiment c'est 100 millions qui est mis dedans? Mais la route qui va chez vous, entre Toumoudi et Oumé, je ne sais même pas combien de fois on l'a fait. Et quand on l'a demandé, c'est génie. Quelqu'un est génie qui est là-bas. Vous bouffez l'argent, vous détournez l'argent, vous faites des travaux à peu près. Alors, comment on peut expliquer ça? Est-ce que s'il y a un contrôle sérieux, on peut faire ça? Donc, contrôle a priori renforcé. Le rôle de la Cour des comptes doit être renforcé. Il faut en faire une vraie Cour de comptes. Et ces rapports doivent être rendus publics, accessibles par tous. Et s'il y a des soupçons, et le rôle du contrôle parlementaire aussi doit augmenter, parce que s'il y a un soupçon de détournement sur ta place, les députés doivent être capables d'appeler le ministre en question pour dire, bon, on dit que toi là-bas, il y a un problème. Au Ghana, ça se fait régulièrement. Quand ils ont une soupçon, ils t'appellent. Bon, on dit quoi chez toi là-bas? Tu expliques. Parce que c'est l'argent de l'État. Ce n'est pas ton argent à toi. Donc il faut renforcer ce contrôle-là. Il faut créer des sections de la Cour des comptes dans chaque chef-lieu de région. Voici un peu. Alors la politique d'endettement, on en avait déjà parlé de l'autre côté. C'est très simple. Hein? Si on arrive là, et quand on va arriver, c'est même pas si. Quand on va arriver, quand on va arriver, la peine de chose, c'est faire un audit de la dette. Justement, vous ne pouvez pas nous laisser 34 milliards et puis partir comme ça. 34 000 milliards comme ça. Et puis bon, comme ça. Non, non. Non, on va auditer la dette. On va auditer la dette. Parce que si on ne le fait pas, c'est tout notre programme qui est compromis. On va auditer. Le président s'engageait à faire auditer la dette. Au nom de la transparence. Deuxièmement, je l'ai dit au début, le président dit qu'il va aligner le budget de fonctionnement de l'État sur les recettes endogènes. Et regardez aujourd'hui, les recettes en 2024, le projet de recettes c'est 6 000, les recettes fiscales c'est 6 100 milliards à peu près, des deux administrations. Et 5 140 milliards sont affectés au service de la dette. 84%. Et les fonctionnaires, quand on prend les fonctionnaires, eux ils prennent déjà 30%. Eux ils prennent déjà, la masse c'est là tout 35%. Donc c'est-à-dire, quand on a fini de payer la dette, on ne peut plus payer nos fonctionnaires. Quand on a fini de payer les fonctionnaires, on ne peut plus payer la dette. Donc on est rentré dans le cycle infernal d'endettement. On est revenu de Margouya. On est rentré dans le système, l'État est rentré dans le système de Margouya. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, il faut qu'on arrive dans notre pays à aligner le fonctionnement sur les... On peut le faire tout simplement dans la que nous devons développer en augmentant les recettes, en élargissant l'assiette de l'impôt. On peut augmenter de façon substantielle les recettes des impôts, les recettes endogènes, et puis on peut construire, aligner notre budget de fonctionnement là-dessus. Il n'est pas juste qu'un pays, pour son fonctionnement, ait recours à la dette. Ça, c'est un problème, ça. L'historien le sait, mais les économistes ne le savent pas.
Dernier point, la Côte d'Ivoire réclame le bénéfice des avantages du statut des pays pauvres très endettés. Alors cette histoire, c'est quand même quelque chose de très simple. Professeur, docteur, voici la station, on va caricaturer. Hein. Comme quelqu'un arrive à l'hôpital sur un brancard, vous arrivez à l'hôpital sur un brancard, on dit, ah, tu es un grand malade. Il dit, non, 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 moi je ne suis pas grand malade. Mais je veux que vous m'envoyez aux soins intensifs. C'est exactement le schéma. Il dit, je ne suis pas grand malade. Non, 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 moi je ne suis pas grand, mais je veux envoyer aux soins intensifs. Il y a un problème. Envoie-moi en réanimation. Je ne suis pas dans le coma, mais envoie-moi en réanimation. J'ai un problème. De quoi s'agit-il? La Côte d'Ivoire a ratifié le 9 mai dernier. C'est un instrument qui a été créé dans 2008, qu'on appelle, en fait le terme simplifié, on appelle la facilité. Mais le terme, ils appellent ça la facilité africaine de soutien juridique. Ben, pour faciliter notre compréhension, on va appeler ça la facilité, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un instrument que les pays, d'ailleurs les pays d'Afrique l'avaient demandé, mais les pays occidentaux avaient demandé. Pourquoi? Parce que il y avait le risque, comment retraiter la dette dans le cas des programmes PPTE, retraiter la dette des pays, alors qu'il y avait la menace des fonds vautours. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle les fonds vautours. Ce sont les fonds d'investissement. Ils sont à 90%, même 95% américains. Eux, là, on les appelle vautours parce qu'ils cherchent les cadavres. Ils cherchent les cadavres. Eux, leur rôle, c'est quoi? Ils observent. Quand un pays est surendetté et que les créanciers, certains créanciers commencent à s'inquiéter, ils cèdent leurs créances. Ils cèdent leurs créances. Ils disent, ah, moi, votre pays là, je me dois des choses, je me dois des milliards, moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir me payer. Donc, ils cèdent une partie de leurs créances. Les fonds vautours reprennent ces créances-là, mais avec une décote. C'est-à-dire, je te vends. Il dit, oui, moi, je ne peux pas acheter, hein, mais je te rembourse. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire te doit 100 milliards, moi, j'achète ta créance à 80 milliards. Bon, après, on va laisser. Comme le créancier, soit lui, il a un problème personnel, ou il craint que son débiteur ne soit pas capable de lui payer, il dit, ok, moi, je vais vous céder ça à 80 milliards. Mais les fonds, là, ils sont puissants. Donc, lui, il prend 80 milliards. Et donc, il se substitue au créancier, au premier créancier. Et donc, lui, il a ça. Ce n'est plus telle personne qui devient ton créancier, ça devient ce fonds-là. Et dans ces conditions, comment faire pour traiter avec quand on veut dire on veut annuler la dette? Comment annuler la dette d'un pays dont la dette est détenue par les fonds vautours? Toute la question était posée. Et beaucoup de pays étaient dans cette situation. Donc, ils ont créé cet instrument-là pour dire on va vous assister en cas de conflit avec ces personnes-là. Et donc, quand la Côte d'Ivoire a signé avec le FMI, l'une des conditions fixées par le FMI, c'était qu'il puisse ratifier cette convention-là pour se prémunir contre les possibilités de conflits qu'il pourrait avoir avec les fonds vautours. Dans le cadre du programme PPT réaménagé, qu'on appelle le programme de facilité de paiement, et ainsi de suite, il faut réorganiser ça. Donc, c'est ce que la Côte d'Ivoire a ratifié. C'est pourquoi j'ai parlé de l'image de celui qui arrive à l'hôpital et qui dit qu'il n'est pas malade, n'est pas grand malade, mais n'est pas dans le coin, et il veut qu'on l'envoie, qu'on lui applique des soins intensifs. Dans la réalité, pourquoi les gens ont demandé à la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire a atteint le niveau qui est tel que
les bailleurs de fonds commencent à soupçonner la possibilité que certains créanciers cherchent à céder leurs créances à des fonds vautours. Puisqu'ils se rendent compte que la Côte d'Ivoire est obligée d'emprunter pour rembourser sa dette. Quand tu arrives à ce niveau, les créanciers se disent mais les jours qu'il n'a pas sur le marché, il fait comment? C'est pourquoi, alors qu'on a signé ce projet depuis 14 ans, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire ratifie. Non, monsieur le ministre de l'économie et des finances, la Côte d'Ivoire est un pays pauvre, endetté, très endetté. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Et pourquoi ces fonds vautours sont dangereux? Parce que le cas s'est passé avec l'Argentine. En 2014, l'Argentine était en cessation de paiement. Donc, elle voulait retraiter sa dette. Elle a convenu ce qu'on appelle les clauses d'action commune. C'est une technique. Les clauses d'action commune, c'est-à-dire c'est comme une société privée, mais dans l'État, on appelle les clauses d'action commune. L'État va voir tous ses créanciers pour dire, écoutez, je ne suis pas capable de vous rembourser toute la totalité de vos dettes. Je veux négocier avec vous pour que vous acceptez de prendre un peu. C'est comme j'étais en liquidation judiciaire. Donc, au lieu que vous perdez tout, je vais vous donner un peu pour que tout le monde était d'accord. 93% des créanciers de l'Argentine étaient d'accord. 7% étaient détenus par les fonds vautours américains. Ils ont saisi le tribunal, ils ont saisi un juge fédéral américain. Et le juge fédéral américain a dit qu'il autorise ces fonds vautours-là à saisir tous les biens que l'Argentine avait sur le territoire américain. C'est une décision qui a été prise en 2014. Du coup, la clause d'action commune qu'ils avaient négociée avec les deux autres créanciers, elle ne pouvait plus marcher. Elle ne pouvait plus marcher. Et c'est ça qui nous guette ici. C'est ça qui nous guette ici, dans l'état actuel des choses. Il y a beaucoup de créanciers qui commencent à s'interroger sur la capacité de la Côte d'Ivoire à rembourser. Et beaucoup pensent qu'ils seront capables de céder leurs créances à des fonds d'investissement actifs, agressifs, connus sous le nom de fonds vautours. Et c'est eux qui ont dit, si tu es malin, va te prémunir pour que si en cas, on puisse t'aider à régler ce problème. Alors le ministre de l'économie et des finances dit que non, vous racontez des choses, n'importe quoi. Nous, on n'est pas pays endetté, très endetté, on n'est pas pays pour très pauvre, très endetté, ainsi de suite. La preuve, nous sommes dans les revenus intermédiaires. Mais la Côte d'Ivoire a toujours été dans les revenus intermédiaires. C'est pas nouveau. La Côte d'Ivoire, là, on nous appelait en 1985, on nous appelait comme un pays en voie de développement, non? Les gens, on change les noms. Et puis vous pensez que vous avez changé quelque chose. Mais c'est le même statut. C'est le même statut. Et dans le tableau qu'on a fait, contrairement à ce que le ministre dit, que non, c'est un rappel historique. Non, ce n'est pas un rappel historique. Le tableau a fait dire ceci. Voici les pays qui sont pauvres, qui sont endettés dans l'état actuel de la communauté, c'est que la communauté financière internationale considère comme des pays qui sont susceptibles, qui sont pauvres et très endettés. Et le mécanisme qu'on vous applique, c'est le mécanisme de gestion qu'on vous applique, c'est le mécanisme qu'on applique aux pays pauvres endettés. Donc, vraiment, cette fois, je reviens sur l'image, on ne peut pas t'appliquer une des soins médicaux qui ne correspondent pas du tout à ton état pathologique. C'est pas possible, pathogène. C'est pas possible. Si tu es malade et qu'on dit on va te mettre en sous-perfusion, c'est que ton état de maladie nécessite qu'on te mette sous perfusion. Or, ici, c'est toi-même qui réclame. On n'a qu'à m'appliquer. On n'a qu'à m'appliquer perfusion. On dit tu as parlé, dit non, c'est pas vrai. Mais je veux commencer par lui avec du coma et ainsi de suite. C'est quoi ça, cette comédie-là? Il n'y a pas à avoir honte. Il n'y a pas à avoir honte.
Quand on a échoué, on a échoué. Tous les acquis du PPTE, ils les ont dilapidés. Tout est parti. Tout a été dilapidé. Et encore, comme ils sont entrés dans les ponts. Tout est parti. Aujourd'hui, les gens s'inquiètent. C'est pourquoi on leur dit, rentrez, protégez-vous, on ne sait jamais. Et vous dites, non, moi, non, je suis bien portant, c'est pas mon problème, dans la réalité, non. Parce que, aujourd'hui, le G8, depuis 3 ans, commence à s'interroger. Comment on fait s'il y a une crise de la dette et qu'elle est déjà presque là? On fait comment? Puisque avant, la dette publique, elle était à peu près, la dette privée était de 8% jusqu'à 10%. Aujourd'hui, la dette privée fait plus de 60% de la dette des pays africains. Donc, comment on fait pour les retraités? Or, ceux qui gravitent, et ça c'est un élément, les fonds vautours, ce n'est pas un pays qui va aller donner sa créance à un fonds vautour. Ce sont justement les fonds privés qu'on cède. Et c'est parce que le volume des fonds privés, de la dette privée commence à prendre l'ampleur en Côte d'Ivoire, que la situation de la Côte d'Ivoire inquiète. Ce que je dis là, c'est un historien qui a écrit. Non, c'est un historien qui a écrit ça, qui comprend ça. Donc, chers amis, il ne faut pas qu'on se joue. Non, je regarde les Ivoiriens en face. Notre pays va mal. Il faut que nous ayons le courage de vous le dire. Ayons le courage de vous le dire. Ce n'est pas de la rhétorique, ce n'est pas que nous soyons obstinément contre le gouvernement, mais nous vivons les choses au quotidien. Ce sont les pas du gouvernement lui-même, chaque jour, qui nous inquiètent et qui fait peur aux Ivoiriens. Qui fait peur aux Ivoiriens. Nous sommes parmi les pays les plus pauvres de la planète, malgré les acquis du PPTE. Malgré la croissance. Mais une croissance qui est portée par la dette, ce n'est pas une croissance qui peut te permettre de sortir. Ce n'est pas possible. Une économie extravertie. Tu fais quoi avec ça? Donc, chers amis, voici la réalité de la dette. Ce n'est pas un problème, c'est un problème qui nous inquiète, parce que jusque-là, même les créanciers commencent eux aussi à s'interroger sur le retraitement possible qu'il faudra accorder à ce système qui commence à pointer. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Donc, chers amis, voici un peu ce que nous voulons dire. Le président Laurent Gbagbo, et je vais conclure par là, est le candidat du PPACI, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Pourquoi il nous faut? On le dit, les gens pensent que on est tellement amoureux de lui. Bon, il y a des raisons qu'on soit amoureux de lui. Et que ça nous fait perdre la raison, qu'on est devenu émotif, qu'on n'a plus de... On ne raisonne pas. Mais nous regardons la situation. L'État de la Côte d'Ivoire, là, nécessite un homme d'État à la tête de l'État de la Côte d'Ivoire. Il nous faut un homme d'État à la tête de la Côte d'Ivoire. Et quand nous allons développer, vous allez voir au niveau de la réconciliation, ainsi de suite, vous allez comprendre pourquoi il nous faut un homme d'État à la tête de la Côte d'Ivoire. Qui a une vision, qui est structurée, qui ne gère pas par à-coup, qui structure sa démarche et sa vision des choses. La Côte d'Ivoire a eu une opportunité énorme à le PPTE. Et la Côte d'Ivoire a tout gâché. Aujourd'hui, les nuages s'amoncellent sur la tête du pays. Il nous faut un homme d'État
Un homme courageux qui a des visions pour changer la donne. Pour changer la donne. Sinon, nous sommes sur une pente glissante dangereuse. Le gouffre n'est pas loin. Et vous comprenez pourquoi ils sont agressifs ces temps-ci. Pourquoi ils sont agressifs envers nous? Ils sont si fébriles. C'est même la bonne expression. Envers. C'est parce qu'ils savent que nous tenons le bon bout. Et donc, il appartient aux Ivoiriens et à l'Afrique de comprendre le sens du combat de cet homme. Et à ceux qui veulent vraiment un changement structurel sérieux dans ce pays, à s'aligner autour du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Amis de la presse, comme à son habitude, le ministre connaît afin que le ministre renforce les explications. Vous vous présentez votre média et vous posez une question succincte. Par contre, s'il vous plaît, évitons des questions redondantes pour ne pas qu'on ait à traîner. Je vous remercie. Ça va. Tu prends tes feuilles? Oui. Ok. Voilà, je suis là. Oui, s'il vous plaît, oui. Je suis Cardinal Bailly du quotidien Le Temps. Je voulais revenir sur le problème des diplômes au petit métier, à peine petit métier. Ce n'est pas ce que fait déjà les écoles de couture, il y a un différence. Deuxièmement, je voudrais que vous reveniez sur la question des caisses noires dans les ministères. Comment ça a augmenté? Je ne sais pas. Qui a une autre question? Attendez, on va aller peut-être. Alors, avant de répondre, il y a une question que les internautes nous ont envoyé une question. Ils s'inquiètent, parce qu'on a dit maintenant que les internautes peuvent nous donner ils disent qu'on a rentré dans les détails, ils ont peur qu'on nous plagie. Qu'on nous plagie. Non. S'il vous plaît. On peut essayer, mais on ne peut jamais faire comme celui qui est l'initiative. Donc, vraiment, il ne faut pas que les gens s'inquiètent là-dessus. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent là-dessus. Je voudrais les rassurer. Il reste un an. Ceux qui n'ont pas fait ça en 14 ans, bon, c'est pas un an, ils vont venir plagier. Donc, c'est pas chose. Non, alors, c'est que ça, c'est l'organisation, les diplômes, ça, c'est les diplômes. Est-ce que c'est tout le monde qui va dans les écoles de couture? C'est pas tout le monde qui va dans les écoles de coiffure. Le problème, c'est que si tu es un menuisier et que on t'a confié à un maître menuisier qui a travaillé, quand il finit, il te délivre un diplôme qui dit que de telle période, telle période a fait cette formation avec moi, ainsi de suite. C'est de ça que nous parlons. Voilà, les diplômes qualifiants, voilà, la spécialiste vient de me donner l'expression. Tout à fait. La caisse noire, bon, comme son nom le dit, quand c'est noir, on ne sait pas comment ça fait. Une caisse noire, c'est une caisse noire. Non, c'est-à-dire, nos ministères ont pris sur eux, à chaque fois qu'ils arrivent, de se créer une taxe parafiscale. Quelqu'un arrive et dit, bon, moi, je veux, pour tel acte chez moi, il faut payer 5 000, 3 000, 10 000. C'est de ça dont nous parlons. Tout ça, ça doit s'organiser. Tout ça, ça doit s'organiser. Voilà. C'est de ça que nous parlons. Autre question.
Non, mais tu peux parler fort. Oui? Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Tidiane Moula, journaliste à Emet News TV France. C'est vrai, vous avez un exposé sur lequel moi, il n'y a rien à dire. Seulement, il y a deux, trois trucs sur lesquels je veux revenir. Le président sénégalais était en Côte d'Ivoire pour une visite officielle. Quelle est la position que vous passer sur cette visite? Oui. Les deux, sur le plateau de LCI, la fois dernière, le SG, on parlait des manifestes sur les 10 piliers. Est-ce que la presse peut avoir ce manifeste? Merci. Ok. Merci beaucoup. Alors, sur, bon, un chef d'État nouvellement élu est venu voir un autre chef d'État. Bon, nous, on n'a rien à dire sur la question. On n'a rien à dire sur la question. Et ça fait partie des relations diplomatiques entre les États. Et on n'a même pas cherché à savoir qu'est-ce qu'ils se sont dit. Voilà. Le manifeste, oui. Ceux qui étaient au Congrès, à la Convention, ont reçu quelques exemplaires. Comme le SG a dit, mais on s'est remarqué, si on vous donne tout, vous n'allez pas venir à nos tribunes. Donc, laissez, on va faire, venez à nos tribunes, on va les développer au fur et à mesure, vous allez les découvrir. Mais je vous ai donné les 10, on vous a donné les 10 piliers, vous connaissez déjà les 10 piliers, mais le contenu là, laissez qu'on puisse le développer au fur et à mesure. Et les 10 engagements du président aussi. Voilà. Quelqu'un d'autre? C'est bon? Ok. Chers camarades, camarades président exécutif, camarades membres du CSP, camarades secrétaire général élevé, vice-président exécutif, secrétaire général adjoint, chers membres de la direction du parti, merci d'être là. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre, à votre tribune, qui est la tribune de notre parti. Nous sommes obligés de porter cette tribune-là parce que nous rentrons pour nous en campagne déjà. Et nous devons, le message du président Laurent Gbagbo doit aller partout, dans tous les coins et recoins. Nous avons, en toute honnêteté, les meilleurs candidats. Ça, excuse-moi, non, tout ce point-là, on a les meilleurs candidats. Ça, on ne peut pas, eux-mêmes ils savent ça. Maintenant, comment nous faisons pour que notre candidat, qui est le meilleur, nous le poussions? C'est la détermination, c'est chacun de nous. C'est à la fois le devoir militant, mais c'est un devoir national pour les Ivoiriens. Nous allons leur parler. Le parti va se déployer sur les instructions de l'exécutif sur le territoire national. Il faut redonner espoir aux Ivoiriens. Ils ont trop soupiré. Ils ont trop soupiré. Il faut leur dire que l'espoir qui a été tué, qu'on a essayé de tuer après 2002, cet espoir-là, il renaît avec le même acteur. Nous continuerons. C'est notre arme. La seule chose qu'on nous a appris, c'est de parler. Et nous allons parler. Notre parti va parler pour que les Ivoiriens comprennent qu'il faut absolument que nous changions de cap. La route que nous avons prise, c'est une impasse. Il faut avoir le courage de changer de cap. Et ce changement-là, il est porté par un homme qui s'appelle le président Laurent Gbagbo. Et nous allons regarder sur lui. Merci d'être venu. Merci, monsieur le ministre. Ainsi, ça sert. La team, ouais, vous venez de voir la vidéo que je vous ai montrée. Car au PPACI, on ne s'amuse pas.
le ministre Justin Koné-Katina a commencé donc à nous étaler le programme du président Babo. Pour ceux qui ont l'habitude de dire, ah, le PPACI parle beaucoup, mais ils n'ont pas de programme, oh, patiti, patata, nanani, nanana. Aujourd'hui, voici donc les programmes commencent à être étalés et nous appelons ici le RHDP de ne pas tricher. Nous n'allons pas oublier en 2025, en 2010, ce qu'ils ont fait. Leur candidat n'avait pas un bon programme politique et il a triché sur le programme du président Laurent Gbagbo. Mais le président vient encore d'être le premier à étaler son programme politique. On vous regarde, vous les tricheurs, pour que les Ivoiriens puissent capter dans ce que vous faites. Venez tricher parce que vous avez l'habitude, vous n'aimez pas le travail. L'homme a travaillé, il a écrit son programme. Aujourd'hui, il est en train d'étaler son programme via le ministre Koné-Katina. Et nous savons que vous allez encore tricher. Vous allez encore tricher. Le ministre Koné-Katina a touché beaucoup de points. Des points importants. Des points qui font à ce que le RHDP sait qu'ils ont un adversaire. Parce qu'il y a des personnes qui pensent souvent que la politique, ce sont les injures. La politique, c'est dénigrer l'autre. La politique, c'est le sabotage. La politique, ce sont des buzz. Le PPACI, via ses leaders charismatiques, est en train de montrer que la politique, ce ne sont pas les injures. Monsieur Cissé Ibrahim Bakongo, le président Gbagbo sort avec un programme politique, avec 10 points qu'il cite comme plan de gouvernance. Au lieu de venir nous parler du projet de M. Alassane Ouattara, qu'il souhaite qu'il soit candidat, et ils nous disent que Gbagbo ne sera pas candidat. Mais on ne parle pas des candidats, on parle d'un programme politique. On ne vous demande pas s'il sera candidat, on ne vous demande rien. Ce qu'on parle, c'est du programme politique. Quel est votre programme politique? Voici un parti politique. Ils ne veulent pas débattre en termes de programme. C'est eux qui sont au pouvoir. S'il y a des élections maintenant, c'est eux qui doivent défendre leur pouvoir. Ne l'oubliez jamais. S'il y a des élections et qu'il y a débat politique entre Ouattara et le président Laurent Gbagbo, c'est Ouattara qui doit être celui qui défend son programme politique, celui qui défend son bilan politique, celui qui défend tout ce qu'il est en train de faire à Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui doit être celui qui défend son bilan. Car le président Laurent Gbagbo a déjà défendu son bilan en 2010. Ne l'oubliez jamais. Il a défendu son bilan en 2010. Et après avoir défendu son bilan en 2010, il avait gagné les élections. Et quand il avait gagné les élections en 2010, vous n'avez pas accepté, vous avez fait appel à vos partenaires occidentaux et plus aux rebelles. Donc aujourd'hui, s'il y a élection, et que s'il y a premier tour et qu'on va au deuxième tour, et qu'il y a donc un débat politique entre le premier et le deuxième, en ce moment-là, celui qui devra défendre son bilan politique, c'est M. Ouattara qui a échoué, bien évidemment, sur tous les plans. C'est un échec total, un échec cuisant. Il ne peut rien proposer en 2025, car il a déjà échoué. Qui va voter Alassane Ouattara? Il y a des personnes qui nous disent qu'Alassane Ouattara peut encore avoir un autre mandat. Vous êtes sérieux? Vous pensez réellement que vous pouvez casser les maisons des gens et ces gens-là vont vous élire président? Vous pensez vraiment que vous pouvez augmenter les CT chez les gens et ces gens-là vont faire de vous le président? Vous pensez réellement que vous pouvez utiliser Orange pour voler les gens et ces gens feront de vous les présidents? Mais soyez sérieux, prenez-nous au sérieux. La team, ceci étant dit, je vous laisse donc commenter ici cette vidéo du ministre Koné-Katina et je vous reviens avec une autre vidéo.